Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce troisième webinaire sur les PTGE proposé. C'est un webinaire, vous êtes peut-être quelques-uns à avoir déjà suivi les deux premiers. C'est un webinaire qui est organisé sous l'égide de Région France, un travail en partenariat entre la région Bourgogne-Franche-Comté, le PTB Saône-Doubs et la région Grand Est. Alors je me présente d'ailleurs, je m'appelle Lionel Grèce, je travaille à la région Grand Est. Et donc, on se retrouve aujourd'hui pour parler du sujet vers 2050, projection climatique et hydrologique et des perspectives de la demande en eau pour une gestion territorialisée et durable de la ressource, avec deux intervenantes qui vont nous présenter à la fois le travail mené par Météo France, avec Fabienne Rousset, qui va nous présenter tout le travail de Météo France, les données disponibles et comment est-ce qu'on peut les utiliser pour construire les projections climatiques. Et Hélène Arambourou de France Stratégie qui va nous présenter aussi ce travail de prospective réalisé par cette structure pour avoir la prospective à 2050 de nos différents secteurs d'activité. Ce webinaire, vous le voyez, c'est le troisième d'une suite, avec le premier qui était sur le travail. Nous avions abordé l'adhésion collective des PTGE, sur la stratégie de communication et les démarches d'animation. Ce premier webinaire, si vous n'avez pas pu le voir et que vous souhaitez le voir, vous le trouvez en visionnage sur le site, sur la chaîne YouTube de Région de France, dans l'onglet sur l'onglet PTGE. Et puis il y avait un deuxième, le précédent, qui traitait des flûtes, je l'ai forcément perdu. Voilà, qui prenait comment est-ce qu'on pouvait partir des données vers voilà, partir des données vers l'action et convertir notamment tout le côté de gestion quantitative initiale pour travailler sur les actions collectives pour une meilleure gestion de l'eau. Étude HMUC et ensemble. Je ne vais pas parler plus, je vais passer la parole à Clotilde. Merci Lionel. Alors bonjour à toutes et à tous. Alors donc je suis Clotilde Maillot, je suis chargée gestion de la ressource en eau au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Je suis ravie de vous accueillir donc pour ce troisième webinaire dédié donc à la gestion de la ressource en eau. Alors pourquoi ces webinaires? C'est parce qu'aujourd'hui on est tous confrontés à l'accélération du changement climatique qui affecte directement les ressources de nos territoires. Avec des états de sécheresse de plus en plus intenses et récurrents, mais aussi des périodes de fortes précipitations associées à des inondations, hein, comme on a pu le voir en début de semaine dans le Var. Donc aujourd'hui, on a décidé de se projeter dans le futur. Donc avec Fabienne Rousset, Météo France. Alors je ne vais pas revenir sur le détail de votre présentation, mais l'idée c'est vraiment de voir à quel climat il conviendra de s'adapter, hein, les évolutions, variabilités interannuelles, etc. Des données hydrologiques, et puis on parlera aussi donc d'Explore 2, mais on parlera aussi de projet Live Eau et Climat, qui permet de mieux comprendre le changement climatique dans la gestion locale de l'eau. Et puis ce webinaire, c'est aussi la projection, mais aussi sur la prospective de la demande en eau. C'est à ça que l'on va être confronté, hein, pour comprendre quelles pourraient être les demandes en eau pour les activités humaines en 2050. Hein. S'il y a des choix de société à faire, quels seront les impacts de ces choix de société? C'est dont ont besoin nos élus pour se positionner. Notamment dans le cadre de développement de leur territoire, et puis voir si il y aura une adéquation entre la ressource disponible et puis donc les territoires, la demande, pardon, et s'il y aura des tensions, et puis si oui, à quelle période, est-ce que ces périodes seront plus étendues. Donc ce sera Hélène Arambourou qui vous présentera ce travail de prospective qui a été réalisé donc par France Stratégie et qui est sorti en tout début d'année aussi. Donc on consacrera bien sûr un petit peu de temps, enfin pas mal de temps même, pour les questions-réponses. Donc je vous invite, donc vous avez en bas à droite de votre écran un petit bouton de questions. Alors je vous invite à poser uniquement ces questions ici, et pas utiliser le chat. Ça nous permet de faciliter le suivi de vos questions et de ne pas en oublier. Et ce sera d'ailleurs Jean-François Froger, du gestionnaire, des réseaux des gestionnaires des milieux aquatiques de Bourgogne-Franche-Comté, qui se chargera de relayer toutes vos questions à nos intervenantes.
Donc nous sommes ensemble jusqu'à 16 heures. Bon, vous êtes à peu près 134 participants pour l'instant. Vous noterez donc que vos caméras et vos micros sont désactivés. On a un enregistrement qui a commencé, donc on vous enverra tous les liens avec les supports de présentation, le webinaire à revoir si vous le souhaitez. Et puis voilà, donc les questions sur ce petit onglet. Et puis on se dit à tout à l'heure. Je vous souhaite un excellent webinaire. Et puis je cède la parole donc à Fabienne Rousset pour Météo France. Merci, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour parler ensemble d'un certain nombre de choses. On va parler un petit peu de projection climatique, celle que nous réalisons à Météo France pour l'adaptation et des narratifs qu'on utilise aussi. On va parler un petit peu de la TRAC et du climat projeté en France selon la TRAC. Quelques informations sur le projet Explore 2, quelques résultats sur la France. Et enfin, on terminera avec un petit panorama de comment Météo France peut accompagner les gestionnaires, les acteurs des territoires pour s'approprier les données de projection climatique et les utiliser pour l'adaptation. Donc, avant de commencer, je voulais faire un petit rappel, que vous connaissez sans doute tous la différence entre la météo et le climat, mais j'aime toujours bien commencer par se rappeler cette différence fondamentale. La météo, c'est le temps qu'il fait aujourd'hui ou qu'il fera dans les jours à venir. Et les variations de température, par exemple, peuvent être rapides en météo. Une augmentation de température de 2 degrés, on peut très bien la vivre d'une heure à l'autre dans la même journée. En revanche, le climat, eh bien, c'est très différent. C'est la moyenne de ces conditions météo sur un temps long, plusieurs décennies. Les variations des conditions climatiques, notamment la température, sont plus limitées. Et une évolution de température de 2 degrés en climat, eh bien, c'est par exemple la différence de température annuelle entre Paris et Toulouse. Donc, ceci étant dit, aujourd'hui, on va parler de climat et notamment de climat futur. Alors, pour le climat futur, Météo France propose un certain nombre de données issues de simulations climatiques pour caractériser l'évolution future du climat au travers d'un certain nombre de services climatiques, donc que vous connaissez probablement, les portails DRIAS et les services Climadiag. Et ces informations pour nos services climatiques se basent sur un jeu de données qu'on va explorer un petit peu. C'est le jeu de données Explore 2 Climat qui date à peu près de 2022. Et c'est le jeu de projection climatique régionale corrigé à l'état de l'art, c'est le plus récent disponible. Donc on va voir un petit peu comment il a été constitué pour bien comprendre un petit peu ce qu'il contient comme information. Alors pour faire ces simulations climatiques pour l'adaptation, donc utilisables sur la France, on doit suivre un certain nombre d'étapes. Et la première d'entre elles, c'est utiliser des scénarios d'émissions de gaz à effet de serre. Alors ces scénarios d'émissions de gaz à effet de serre sont mis en place par des socio-économistes dans le cadre des travaux du GIEC. Et ces socio-économistes proposent des évolutions de nos émissions de gaz à effet de serre jusqu'à la fin du siècle, donc avec par exemple des scénarios de fortes émissions qui augmentent jusqu'à la fin du siècle, des scénarios intermédiaires et des scénarios plus sobres avec des émissions qui baissent, voire même pour lesquelles les émissions nettes deviennent négatives à la fin du siècle. Donc cette information d'évolution des émissions de gaz à effet de serre, c'est une donnée d'entrée ensuite pour le cœur du travail des climatologues, qui est la modélisation climatique, et avec en premier lieu des modèles de climat globaux. Donc ce sont des modèles qui simulent le climat de l'ensemble de la planète. Ce sont des systèmes informatiques assez complexes, puisqu'ils représentent tous les compartiments du système Terre, à savoir donc les océans, les surfaces terrestres, l'atmosphère bien évidemment, et puis les glaces de mer. Et ce sont des modèles qui ont une résolution assez lâche, d'environ 150 km. Ça veut dire une information tous les 150 km. Donc c'est tout à fait pertinent pour donner une évolution du climat sur l'ensemble de la planète. Et c'est d'ailleurs sur les résultats de ces simulations globales que se basent les analyses du GIEC. Mais néanmoins, ce n'est pas suffisant quand on veut connaître un petit peu plus finement ce qui se passe à l'échelle d'un pays comme la France. Et c'est pourquoi on a besoin d'une deuxième étape qui est la modélisation régionale du climat. Donc ce sont aussi des modèles de climat, mais un petit peu différents, qui font en quelque sorte un zoom sur une grande région, ici l'Europe. Et ce sont des modèles qui permettent donc de prendre en compte des phénomènes plus locaux, avec une meilleure représentation des côtes et du relief sur l'Europe. Ces modèles ont une résolution d'environ une dizaine, une quinzaine de kilomètres, donc ça veut dire qu'ils donnent une information tous les 15 kilomètres, et ils nous permettent du coup d'avoir une évolution du climat
sur ce domaine qui est tout à fait correct. Néanmoins, comme c'est des modèles, eh bien, il reste encore des biais associés à ces modèles et donc pour pouvoir utiliser l'information de manière quantitative, hein, voilà, avec des valeurs de température, des valeurs de précipitation, eh bien, il faut corriger les sorties de ces modèles et c'est ce qu'on fait avec des méthodes statistiques de correction de biais qui nous permettent d'obtenir des informations corrigées sur la France uniquement à l'échelle de 8 km, donc une information tous les 8 km. Donc c'est à partir de constituants de chacune de ces étapes qu'on a constitué le jeu de données Explore 2. Hop, c'est là qu'il faut que je clique, voilà. Donc pour réaliser ce jeu de simulation, nous avons sélectionné 3 scénarios d'émissions de gaz à effet de serre, les scénarios RCP issus du 5e rapport du GIEC, donc un scénario d'émission faible qui est le RCP 2.6, un scénario d'émission modérée qui est le RCP 4.5 et un scénario de fortes émissions qui est le RCP 8.5. Nous utilisons aussi 17 combinaisons de modèles de climat globaux et régionaux, donc qui ont été sélectionnés selon un certain nombre de critères, notamment les critères de qualité et de cohérence de leurs résultats. Et puis donc une méthode statistique qui nous permet de corriger notre information climatique. Donc juste un petit point sur le fait qu'on utilise des scénarios RCP qui sont issus du 5e rapport du GIEC. Vous êtes tous au courant que le GIEC depuis déjà quelques années a sorti son 6e rapport qui se base sur des scénarios SSP et donc pour lesquels le GIEC a utilisé des simulations globales basées sur des scénarios SSP et donc des modèles de climat globaux. On n'utilise pas ces scénarios-là tout simplement parce que les étapes suivantes de modélisation régionale, de correction de biais, eh bien, elles prennent du temps à réaliser et elles ne sont pas encore disponibles. Ce travail de régionalisation et de correction des simulations globales forcées par des scénarios SSP, donc du 6e rapport du GIEC, il est encore en cours et à l'horizon 2026, il intégrera les services climatiques de Météo France. Donc actuellement, voilà, les données régionales corrigées les plus à jour sont encore basées sur les scénarios RCP. Donc ce jeu de données, il est quand même relativement complet et complexe puisque j'ai pas cliqué où il fallait, voilà, puisque il comprend donc pour chacun des scénarios RCP 17 simulations corrigées sur la France. Donc ce jeu de données qui est riche, hein, il y a quand même l'inconvénient de sa richesse, c'est que quand on doit faire des scénarios d'adaptation, utiliser des modèles d'impact, eh bien ça peut être un ensemble qui est un petit peu trop conséquent, surtout quand on doit le faire suivre avec des scénarios d'adaptation, d'usage, d'impact. On multiplie vite le volume nécessaire, le volume de simulation, le temps de calcul, les données. Et donc, on peut être amené à devoir sélectionner parmi ces 17 simulations un sous-ensemble, puisqu'on ne peut pas forcément utiliser l'ensemble des 17 simulations. Ou alors, si on veut regarder plus finement dans chaque simulation des phénomènes, notamment les phénomènes extrêmes, c'est important de les regarder dans chaque simulation. Donc, pour pallier à cet inconvénient un petit peu, on s'est basé sur, une autre approche qui est l'approche narrative et donc qui consiste à sélectionner certaines simulations, donc à simplifier l'ensemble en quelque sorte. Et comment on a réalisé cette sélection? En fait, on a des modèles de climat qui, avec un même forçage, d'émissions de gaz à effet de serre, et bien les modèles de climat ne réagissent pas tous de la même façon exactement. Ils proposent des climats futurs un petit peu différents entre eux. Et donc, eh bien, on les a rassemblés par famille de simulations en fonction des précipitations et des températures qu'ils proposent à l'échelle de la France en fin de siècle dans un scénario de forte émission. Et donc, on a un petit peu classé les climats futurs proposés par les modèles et on en a déduit 4 familles. Donc, une famille de simulations représentée par une simulation particulière qu'on a appelée le narratif orange. Donc, c'est les modèles qui proposent un fort réchauffement et un fort assèchement à la fois sur l'année et en particulier en été. On a une famille violette, c'est les modèles qui proposent aussi un fort réchauffement, mais qui ont par contre des contrastes saisonniers de précipitations marqués, avec plutôt une hausse en hiver et une baisse en été. Une famille jaune, pour ces modèles-là, les changements futurs sont relativement moins marqués que dans les autres simulations. Et une famille verte, dans laquelle le réchauffement est certes marqué, mais on a une augmentation des précipitations. Donc on a plutôt deux familles qui ont plutôt des tendances à l'assèchement et 2 familles qui ont plutôt des tendances soit de peu de changements, soit une augmentation des précipitations. Et donc je pense que Hélène proposera une application de ces familles dans son exposé tout à l'heure. Et moi aussi, je vous montrerai des résultats pour ces narratifs. Alors, hop. Un autre élément qui est apparu un petit peu plus récemment, voilà, dans
dans le panorama des éléments à prendre en compte pour le changement climatique, c'est la traque. Donc je voulais quand même donner quelques informations sur la traque et le climat de la France dans la traque. Donc, qu'est-ce que c'est la traque? C'est la trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique. Et en fait, elle apporte une réponse qui permet de coordonner les actions d'adaptation. C'est une trajectoire commune qui nous permet ensemble de définir à quoi il faut se préparer en termes de climat. Donc, en répondant à la double question, à quel climat devons-nous nous adapter et quand devons-nous y être adaptés? Donc, elle se base sur une approche qui est l'approche par niveau de réchauffement. Donc en fait, on considère quel est le climat de la France, du monde, quand on a atteint un certain degré de réchauffement. Donc la TRAC propose d'associer des degrés de réchauffement à des horizons. Donc la TRAC propose de considérer un réchauffement mondial de 2 degrés à l'horizon 2050 et de 3 degrés à l'horizon 2100, ce qui correspond pour la France à un réchauffement de 2,7 degrés en 2050 et 4 degrés en fin de siècle. Et donc ces niveaux et les horizons qui leur sont associés, eh bien, ils ont été choisis parce qu'en fait, suite à un travail du GIEC réalisé au début des années 2020, donc le GIEC a pu estimer la trajectoire de réchauffement en fonction des politiques mondiales d'émissions de gaz à effet de serre qui avaient cours au début des années 2020. Et donc, ce sont ces niveaux-là qui sont les niveaux proposés par le GIEC avec la poursuite des politiques actuelles. Et donc, ce que je voulais quand même préciser, c'est que cette trajectoire d'adaptation, elle est destinée à l'adaptation et ce n'est pas l'ensemble des futurs possibles. La TRAC ne dit pas que la France va se réchauffer de 4 degrés en 2100, mais qu'il faut s'adapter à un climat qui se sera réchauffé de 4 degrés en 2100. Et ce n'est pas non plus incompatible avec les objectifs d'atténuation. Donc l'atténuation, c'est minimiser au plus possible le changement climatique. L'accord de Paris, je vous rappelle que c'est contenir le réchauffement à l'échelle de la planète à 2 degrés d'ici la fin du siècle. Et c'est pas parce qu'on s'adapte à un réchauffement plus élevé qu'on renonce à ces objectifs d'atténuation. Pas du tout, au contraire, l'adaptation et l'atténuation sont 2 démarches complémentaires qui doivent aller de pair. Donc rapidement, je voulais vous montrer quelques éléments de qu'est-ce que c'est le climat de la France quand on se réchauffe de 7 ou de 4 degrés. Donc, on commencer par la température moyenne sur la France. Donc, avec cette petite illustration donc, qui reprend les températures moyennes du pays depuis les années 50 jusqu'à les années récentes, 2022, 2023, 2024. Avec une variation d'années plus ou moins chaudes, avec les années les plus chaudes qui ont lieu surtout après 2010. Et l'année la plus chaude jamais observée en France, c'était 2022. Et qu'est-ce qui se passe dans une France à plus de 7 ou à plus 4 degrés? Donc dans une France à plus de 7, on aura toujours évidemment des années plus ou moins chaudes avec un éventail de variations qui est représenté par cette double flèche qui est là. Donc j'espère que vous voyez ma souris, je pense que oui. Donc avec cette double flèche qui est là, c'est les variations de température qu'on attend dans une France à plus de 7 degrés. Et donc l'année 2022, si on la projette dans ce panel d'évolution, eh bien, elle se situe à peu près au milieu. Et ça veut dire que dans une France à plus de 7 degrés, 2022 serait une année moyenne. Quand on va dans une France à plus 4 degrés, la double flèche, elle est ici là, d'évolution du climat. Fabienne, on ne voit pas ta souris. Ouais. Ah mince, alors ça c'est moins pratique, mais donc je vous aurais tous compris où sont les doubles flèches, à côté des barres France plus de 7 et France à plus 4 degrés. Et donc dans une France à plus 4 degrés, eh bien, on a une année classique qui est à presque 15,5 degrés, et donc l'année 2022 avec ses 14,5 degrés de moyenne, c'est une année froide dans un climat à plus 4 degrés. Voilà quelques éléments aussi sur les extrêmes de température, parce que le climat moyen, c'est une chose, mais les extrêmes, c'est ce qu'on vit au quotidien. Donc avec quelques informations sur les journées chaudes et les nuits chaudes dans une France à plus 4 degrés, qui est avec l'horizon fin de siècle qui est associé à ce niveau de réchauffement. Actuellement en France, on a à peu près 7 jours par an avec une température supérieure à 7 degrés en moyenne sur la France, et on aurait plus d'une trentaine dans une France à plus 4 degrés. Le nombre de nuits chaudes est aussi en forte augmentation. On en a à peu près 2 par an en moyenne sur la France, et on aurait dans une France à plus 4 degrés 24 nuits chaudes par an. Ce nombre de nuits chaudes, dans une France à plus 4 degrés, le nombre de nuits chaudes de l'Île-de-France serait celui que connaissent actuellement les régions méditerranéennes.
Les vagues de chaleur, donc c'est la partie droite de la diapo. Les vagues de chaleur qui ont été observées sur les années passées, c'est les petites bulles grises qu'on devine à peine en bas du graphique, en bas à gauche du graphique. Dans une France à plus 2,7 degrés, ce sont les bulles oranges, et dans une France à plus 4 degrés, ce sont les bulles rouges. Et donc, dans les deux niveaux de réchauffement, on voit apparaître des épisodes d'ampleur, durée, intensité inédite, avec des épisodes qui peuvent dépasser un mois dans une France à plus de 7 et 2 mois dans une France à plus 4 degrés, alors qu'aujourd'hui, les vagues de chaleur ne dépassent pas les 15 jours. Donc voilà un petit exemple sur les températures, et je voulais juste vous montrer un petit résultat sur les précipitations, puisque c'est un paramètre fondamental évidemment pour la ressource en eau. Donc les précipitations, c'est un paramètre pour lesquels on a beaucoup plus d'incertitudes dans leur évolution climatique future. Donc à l'échelle de l'année, c'est la carte qui est tout à gauche, on a beaucoup de mal à avoir un signal d'évolution climatique. Les zones hachurées, c'est les zones pour lesquelles les simulations climatiques ne sont pas d'accord entre elles sur le sens de l'évolution, augmentation ou diminution, et ça concerne presque tout le pays. En revanche, pour les précipitations en hiver, c'est la carte du milieu. Là, les modèles climatiques montrent plutôt une tendance à l'augmentation de ces précipitations, surtout sur la moitié nord de la France, plus d'incertitudes sur le sud. Et en été, les modèles climatiques montrent plutôt, c'est la carte de droite donc, montrent plutôt une tendance à la diminution des précipitations estivales, surtout dans l'ouest et dans le sud, un peu plus d'incertitude sur le nord-est. Voilà, donc quelques mots pour aller jusqu'à l'eau avec le projet Explore 2. Donc le projet Explore 2, en fait, c'est la mise à jour, l'objectif, c'était la mise à jour des connaissances sur l'impact du changement climatique sur la ressource en eau en France, avec donc la réalisation de projections hydroclimatiques. Donc pour faire suite aux étapes dont on a parlé jusqu'à présent, qui nous permettent d'analyser le climat, donc qui étaient les 2 étapes dans les couleurs orange du graphique, eh bien, on a ajouté les étapes en bleu, qui sont donc l'utilisation de modèles hydrologiques pour modéliser la ressource naturelle en termes d'hydrologie de surface, d'hydrogéologie et de recharge, et donc qui donnent des informations sur l'évolution des débits en rivière et des niveaux piézométriques, et un certain nombre de livrables, donc je vous ai mis les liens en bas à gauche si vous ne les connaissez pas déjà. Donc rapidement, quelques résultats sur les débits sur la France. Donc à commencer par le débit annuel moyen, qui tend à l'augmentation sur la moitié nord de la France, donc c'est dans les couleurs bleues, et puis à une diminution sur la moitié sud de la France, donc ça c'est plutôt dans les couleurs marron. Mais ça cache une incertitude qui est assez forte et qui est illustrée ici avec 4 simulations climatiques différentes. Selon le modèle de climat qu'on considère, eh bien, on peut avoir plutôt des augmentations plus fortes sur le nord de la France, voire dans certaines simulations des diminutions partout sur la France. C'est le cas de la carte en bas à gauche. Donc il y a une incertitude quand même relativement marquée sur cette évolution du débit annuel. En revanche, là où on a beaucoup plus de robustesse dans le diagnostic, c'est sur les étiages. Donc là, je vous présente le VCN10, et pour chacun des narratifs, donc quel que soit, au final, le message, quel que soit le narratif, est assez robuste, est assez similaire, avec une tendance très marquée à la diminution, voire la diminution forte des VCN10, et également rapidement de la durée des étiages, donc avec ce diagnostic de durée des basses eaux estivales, qui est également à l'augmentation de la durée, donc à l'assèchement, pour les 4 narratifs dont on a parlé jusqu'à présent. Donc voilà pour ce panorama rapide. Je voulais garder un tout petit peu de temps pour terminer par comment Météo France accompagne les acteurs pour prendre en main ces données, dont on a conscience qu'elles sont riches et parfois complexes. Donc la première chose qu'on peut proposer, c'est la formation. Donc on met à disposition un certain nombre de documentation et de formations. En premier lieu, les espaces accompagnement des portails DRIAS et DRIAS-O, où vous pouvez trouver beaucoup de documentation qui permettent la compréhension et la prise en main de ces données. Et sur ces portails, il y a aussi une hotline qui répond à vos questions, que ce soit des questions techniques sur l'utilisation du portail, le téléchargement des données, etc., ou à des questions scientifiques, voilà, sur des choix ou sur des explications sur les données. Donc on propose aussi donc un certain nombre de formations, notamment une formation changement climatique qu'on propose à Météo France. Vous avez le lien ici, donc on a 1 à 2 sessions par an de cette formation, et une est à venir à l'automne prochain. Dans le cadre du projet Explore 2, il y a eu un MOOC qui a été mis en place, donc avec des modules d'auto-formation, notamment un qui concerne les simulations climatiques, qui a été réalisé par mes collègues, et puis beaucoup d'autres qui concernent la partie plus hydro et ressources en eau.
Et également, dans le cadre du projet LIFO et climat, donc on a réalisé une formation qui s'appelle Prise en main de Drias O, qui était au catalogue de l'OIO et qui va probablement, je pense, si j'ai bien compris, être reconduite cette année. La deuxième chose qu'on peut proposer, donc c'est d'apporter notre expertise scientifique pour l'utilisation des simulations climatiques, et c'est ce qu'on a fait dans le cadre du projet LIFO et climat. Avec un certain nombre de partenaires territoriaux du projet, pour lesquels donc on a apporté notre soutien sur les données du climat passé, les données du climat futur, les simulations climatiques, les traitements des données techniques ou scientifiques. Et on l'a fait notamment pour 2 études, une étude réalisée par l'EPTB Vienne et une étude du SMEAC dans le cadre du SAGE de la vallée de la Garonne. Et voilà, sur lesquels on a apporté notre aide et notre soutien pour le choix, l'utilisation des données climatiques. Et la dernière chose que je voulais mentionner, c'était donc les études d'impact de changement climatique que nous proposons à Météo France, donc qui sont des prestations commerciales. Nous en avons réalisé un certain nombre pour des secteurs d'activité variés, l'énergie, le sport, les transports et la ressource en eau. Et dans ces études d'impact, eh bien, on commence évidemment par recueillir le besoin de notre client en termes de données, en termes de méthodes, en termes d'outils à mettre en place pour répondre à ses questionnements sur son territoire. Et en général, ce qu'on restitue à l'issue de ces études, c'est des rapports détaillés, des webinaires en cours de travail, des webinaires de restitution, et puis ça peut être aussi des fichiers numériques de données à utiliser par la suite pour des impacts ou des modèles d'impact. Avec par exemple une étude que nous avons réalisée il y a déjà 2 ou 3 ans pour le SMIAGE, donc sur le domaine maralpin. Donc le SMIAGE souhaitait avoir une analyse de l'évolution du climat et de la ressource en eau sur son territoire, à la fois en termes de climat passé et évidemment en termes d'évolution climatique future. Donc on les a accompagnés pour choisir une série d'indicateurs pertinents, adaptés au territoire et à leur thématique de climat et de ressources en eau, pour étudier à la fois le climat moyen, les extrêmes. On les a également conseillés sur des périodes pertinentes pour l'analyse du climat passé, du climat futur, quelles données, quelles méthodes à mettre en place pour répondre à leurs problématiques, notamment une méthode d'analyse de la robustesse des signaux climatiques. Et enfin, donc on a restitué un rapport d'expertise, un séminaire dans lequel on a présenté l'étude et puis les fichiers de données, donc avec un exemple de ce qu'on a pu proposer comme livrable à droite avec un diagnostic d'évolution des températures. Donc c'est le département des Alpes-Maritimes que vous voyez, et donc avec des éléments sur les températures des journées chaudes et puis des nuits chaudes aussi sur différents domaines du territoire et sous différentes hypothèses d'horizon temporel et de RCP. Donc voilà, je m'arrête là pour laisser la place à vos questions auxquelles je me ferai un plaisir de répondre. Merci. Merci, merci Fabienne. Voilà, alors peut-être un petit élément de préambule par rapport aux questions qui ont été posées. Juste redire, elles ne peuvent que s'appuyer déjà sur, dans un premier temps, les éléments de présentation, elles ne peuvent pas être anticipées. Certaines de questions sont des remarques, donc loin de moi l'idée de les occulter, mais chacun pourra les consulter. Je vais essayer d'en reformuler quelques-unes, notamment, voilà, toutes vos remarques, Madame Terre-Noire. Je vais commencer par une question. Je me permets de reformuler. Fabienne, vous évoquiez que les éléments, on est sur la traque de trajectoire, de prospective, de trajectoire de réchauffement de référence, s'appuyait sur la poursuite des politiques mondiales annoncées en 2020. Si, en essayant de l'associer à certains éléments de question, est-ce que ces politiques tenaient compte d'éléments d'évolution associés à des aspects d'occupation des sols, de l'agroécologie, en tout cas ce groupe de paramètres? Alors oui, dans le travail des socio-économistes du GIEC, à la fois pour établir les scénarios d'émissions de gaz à effet de serre et aussi pour évaluer l'impact, quelles sont les émissions de gaz à effet de serre qui vont être engendrées dans le cadre de la poursuite des politiques actuelles des différents États dans le monde. Ces scénarios sont toujours associés à à des paramètres sur l'évolution de la population mondiale, la démographie, des choix de société parfois, des choix socio-économiques, des tendances géopolitiques. Donc il y a un certain nombre de paramètres qui sont pris en compte
dans les scénarios et dans l'évaluation de cette température attendue avec l'augmentation des gaz de concentration, des émissions de gaz à effet de serre en fonction des politiques qui ont cours actuellement. Et peut-être pour compléter, puisque des exemples nous sont proposés en termes dans les questions, mais on est d'accord que des paramètres peuvent tout à fait être des paramètres d'amélioration, comme peuvent être aussi des paramètres associés à des dégradations qui pourraient continuer. Voilà, les deux éléments, les deux cas se retrouvent. Alors, donc j'imagine que là, ça fait un petit peu référence à des stratégies d'adaptation et peut-être à la notion de maladaptation. Effectivement, quand on veut, voilà, établir une stratégie d'adaptation, il faut effectivement, réfléchir dans son ensemble, aux décisions qu'on prend et à leurs impacts, parce que, si elles peuvent être bénéfiques dans un certain domaine, elles peuvent l'être moins dans d'autres et donc il faut bien prendre en compte, l'ensemble, des impacts, ou des conséquences des stratégies d'adaptation, voilà, pour éviter les phénomènes de maladaptation. Merci. Alors, c'est peut-être des éléments sur lesquels on reviendra justement après la deuxième présentation, puisqu'on retrouvera des éléments de prospective. Voilà, donc je pense j'essaierai de refaire des liens un petit peu sur un certain nombre de questions. Une question également, est-il prévu de travailler, on a parlé des scénarios, est-il prévu de travailler sur le RCP6, en mobilisant le RCP6? Alors le RCP6, il a été proposé, par les socio-économistes du GIEC, mais il n'a pas été retenu pour les simulations globales et pour les simulations régionales, qui ont découlé. Là actuellement, nous travaillons à la mise à jour de nos projections climatiques avec les scénarios SSP, et donc non, on ne travaillera pas avec le RCP6. Mais on va passer au scénario SSP. Et alors juste un petit complément, il n'y aura pas de modélisation non plus du RCP 6.5. Il y en a la modélisation, elle est sur le 4.5 et le 8.5, mais pas sur le 6.5, c'est ça? C'est ça et on n'a pas prévu de nouvelles réalisations basées sur les RCP. On va plutôt vers l'utilisation des scénarios SSP. Avec un livrable pour 2026, c'est ça? C'est ça, les services, climatiques de Météo France intégreront, ces scénarios-là et un certain nombre d'autres évolutions. Donc avec, la prise en compte de grands ensembles. Là, on parle de 17 simulations et dans les services climatiques de Météo France à horizon 2026, on parle de plusieurs, dizaines, centaines de simulations, au-delà de la centaine de simulations. Donc la prise en compte de grands ensembles, la prise en compte de modèles, plus performants pour, représenter les phénomènes de convection de fine échelle, donc les orages, les situations méditerranéennes par exemple, qu'on pourra beaucoup mieux modéliser et donc dont on pourra beaucoup mieux évaluer l'évolution future. Et puis des modèles aussi de très petite échelle. Donc il y a un certain nombre d'évolutions qui sont prévues dans les services climatiques de Météo France à terme et peut-être, je ne sais pas s'il y a des représentants des domaines outre-mer, mais nous allons aussi, à partir de la fin de cette année, commencer à intégrer des simulations climatiques sur les outre-mer tropicaux de Météo France. Alors peut-être parce qu'il y a des remarques très très précises sur des aspects de zones humides et on est rendu dans le Val d'Allier, merveilleux Val d'Allier. Pour autant, peut-être Fabienne, là, juste pour reprendre vos derniers propos, quand vous parlez de simulations faites à petite échelle, est-ce que vous pourriez formellement nous indiquer vos objectifs sur ces simulations de petite échelle avec éventuellement des prises en compte de spécificités territoriales? Alors oui, ce sont, les modèles qu'on va utiliser, ce sont des modèles, à l'échelle, de l'ordre du kilomètre, contre 8 kilomètres actuellement. Donc ça nous permet 2 choses, ça nous permet de mieux voir, les précipitations à échelle plus locale, et ça nous permet aussi d'aller plus facilement vers l'étude des extrêmes, donc des précipitations extrêmes et donc voilà, ce sera de cet ordre-là, de l'ordre du kilomètre, donc pas pour une centaine de simulations, mais pour un petit ensemble de simulations sur la France, à ce genre d'échelle, ouais. Et si je peux me permettre, elles seront donc un certain nombre de simulations, un nombre entre guillemets réduit, mais elles seront distribuées de façon, vous voyez, homogène ou vous avez déjà une idée de des lieux, possiblement?
Des lieux, vous voulez dire des portails ou des services sur lesquels les données seront mises à Ah disposition? non, excusez-moi, si j'ai bien compris, Fabienne, les éléments de simulation allaient se faire sur des territoires, des petits territoires. Il y en aura un certain nombre. C'était l'idée de savoir si vous aviez déjà prévisualisé la distribution de ces simulations. Est-ce qu'on Alors allait, bien par exemple, sur chacune, excusez-moi, hein, pardon, sur chacune des régions, peut-être métropoles, et peut-être sur d'autres territoires, bien évidemment, Alors français, les retrouver ces simulations, simulations? non, alors l'ensemble des simulations, que ce soit les grands ensembles, les simulations à l'échelle kilométrique seront disponibles sur l'ensemble de la France. Donc on fait des simulations sur l'ensemble de D'accord, la France ok. et on complète avec des simulations particulières sur les domaines outre-mer qui font appel donc à des modèles, différents, qui sont, zoomés sur les régions, tropicales, des outre-mer concernés, quoi. Ok. Excusez-moi, j'avais mal compris, Fabienne. Pas de souci. Pourriez-vous nous expliquer les raisons, les raisons qui font que les prévisions de réchauffement, c'était ce petit bandeau là avec cette petite carte, la Terre, hein, et puis la France. Pourquoi les prévisions de réchauffement sont distinctes et sont notamment supérieures pour celles de la France? Oui, effectivement, je vois la question. Donc effectivement, quand, le GIEC parle de réchauffement global, donc c'est une moyenne sur l'ensemble de la planète et en fait, la planète ne se réchauffe pas de manière homogène. Donc notamment, la planète, c'est 70 d'océans et les océans se réchauffent moins vite que les continents. Donc la France, jusqu'aux dernières nouvelles, étant sur un continent, se réchauffe plus vite de par ce fait-là que l'ensemble de la moyenne planétaire. Et également, le changement climatique n'est pas réparti, de la même façon suivant les latitudes. Les latitudes, tempérées, moyennes, se réchauffent plus vite, que la zone tropicale. Les zones du globe qui se réchauffent le plus vite, ce sont les pôles. Donc voilà, pour ces 2 raisons, latitude moyenne et continent, le réchauffement sur la France est plus important que la moyenne mondiale. C'est pas, ça veut pas enfin l'Europe est une des zones du globe qui se réchauffe le plus, même pour ces 2 raisons-là. Très bien, merci. Une question très précise. En 2026, les scénarios SSP seront-ils utilisés pour Oui, estimer la oui. recharge des eaux souterraines? Très Alors, bien. pardon, j'ai répondu avant la fin de la question. Donc en Oui, 2026, nous allons bien baser nos services climatiques, donc climat, sur les scénarios SSP. En revanche, tout ce qui est recharge et bien là, ça fait appel à ce qu'on a fait dans le cadre du projet Explore 2, hein, aux partenaires ouais. qui sont spécialisés dans la modélisation hydrologique et hydrogéologique. Donc on peut imaginer que voilà, on voudra mettre à jour les connaissances sur la base de ces scénarios, mais là, ça dépasse le cadre du travail de Météo France et si on peut être associé à un nouveau projet, pour utiliser ces scénarios SSP pour l'hydrologie, ce sera évidemment, quelque chose qu'on fera volontiers. On ne peut que penser que voilà, ça sera fait. En tout cas, on l'espère. On l'espère également pour nous. Voilà. Voilà, bah, écoutez, je vous propose de basculer sur la deuxième présentation, si je ne m'abuse. Alors, il y a certaines questions, hein, remarques, mais voilà, on essaiera de les remobiliser, voilà, peut-être dans la deuxième partie des échanges. Voilà. Merci. 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 Donc, j'enchaîne sur la demande prospective en eau à l'horizon 2050. Alors, le cadrage de l'étude, pourquoi France Stratégie s'est intéressée à la demande en eau à l'horizon 2050 ? Alors, il faut savoir que c'était une commande de la première ministre d'alors, donc à l'époque Elisabeth Borne, en 2023, et que cette commande faisait suite à une année 2022 qui avait particulièrement marqué les esprits, avec près de 1000 communes en rupture d'approvisionnement en eau potable. Donc là, le gouvernement s'est dit, peut-être que cette année 2022, comme l'évoquait Fabienne, qui était un peu exceptionnelle, peut-être que dans le futur, ça sera la norme. Donc, il faut pouvoir avoir une vision prospective de ce que pourrait être la France en matière d'eau en 2050, de façon à choisir une trajectoire, voire d'engager des inflexions. Et donc, le gouvernement souhaitait avoir une étude prospective qui prenait tout le territoire national, parce qu'on avait des études prospectives, mais sur des bassins versants particuliers, en fonction des études locales qui étaient conduites. Et donc, l'idée, c'était d'avoir une étude harmonisée à l'échelle nationale. Donc, il faut savoir que la ressource en eau renouvelable, donc la ressource en eau qui se renouvelle à travers le cycle de l'eau, est en diminution en France. C'est-à-dire qu'on a à peu près moins 14% en termes de volume
On a perdu 14% en 15 ans d'eau renouvelable. Et ce que dit le projet Explore 2, donc ce sont les cartes que vous a montré Fabienne, c'est que dans le futur, cette ressource pourrait diminuer, notamment dans la moitié sud de la France hexagonale. Et donc, dans un contexte où la ressource diminue, où la demande pourrait augmenter pour certains usages, on peut bien imaginer que les conflits d'usage pourraient s'intensifier dans le futur. Et donc, l'idée, c'est bien d'anticiper ces conflits d'usage. Alors, je vais vous faire un petit cadrage de l'étude juste pour qu'on soit bien d'accord sur les termes utilisés. Donc, nous, dans notre travail, on a bien séparé le concept d'eau prélevée du concept d'eau consommée. Alors, l'eau prélevée, c'est l'eau qu'on prélève d'un milieu, une nappe ou une rivière, qu'on va utiliser, puis qu'on va rejeter pour partie dans le milieu. Donc, le prélèvement, c'est toute l'eau qu'on retire du milieu. L'eau consommée, c'est la part de l'eau utilisée qui va être évaporée ou transpirée par les plantes. Et donc, c'est de l'eau qui va retourner dans le cycle de l'eau, mais sur des échelles spatio-temporelles beaucoup plus larges, et donc qui ne va pas être directement restituée au milieu. Et cette eau, on l'appelle l'eau consommée, et on l'a également prise en compte parce que ce sont deux mesures distinctes. Alors, c'est pas pour dire que l'eau consommée est plus importante que l'eau prélevée, parce que chacun de ces concepts a son utilité. C'est pas parce qu'on rejette de l'eau après usage dans le milieu que ça pose pas problème, en particulier parce que l'eau qu'on rejette après utilisation, généralement, elle est polluée. En témoignent par exemple les rejets d'eau usée. L'eau, elle peut être aussi réchauffée. Pour exemple, l'eau utilisée pour refroidir les réacteurs nucléaires, quand on la rejette, elle est réchauffée. Il peut y avoir un décalage temporel dans le rejet, c'est-à-dire que l'eau peut être stockée pendant un certain temps, puis rejetée plus tard. Et puis, il peut y avoir un décalage spatial, c'est-à-dire que l'eau, on va la prélever dans un bassin versant, ou dans un sous-bassin versant, et on va la rejeter dans un autre sous-bassin versant. Donc, l'eau prélevée, elle a un effet sur les milieux naturels, et l'eau consommée, elle a aussi son effet, puisque elle, c'est de l'eau qui sera plus disponible pour les milieux naturels et qui ne sera plus disponible non plus pour les usages humains en aval du prélèvement. Donc voilà, pour nous, c'est deux concepts qu'il faut bien prendre en compte quand on parle d'eau. Et puis, c'est deux concepts qu'il faut prendre en compte parce que dans le débat, il y a un peu une confusion parce que certains ont intérêt à parler de prélèvement quand d'autres activités ont intérêt à parler de consommation. Pourquoi ? On le voit bien quand on regarde ces camemberts. Quand on regarde les prélèvements, ici, vous avez 7 activités qui prélèvent de l'eau, donc l'énergie, essentiellement le refroidissement des centrales nucléaires, l'irrigation, l'élevage, donc l'abreuvement des animaux et le nettoyage des bâtiments, les canaux de navigation, l'eau utilisée par les ménages, le résidentiel, l'eau utilisée dans le tertiaire, et enfin l'eau utilisée par les industries. Donc quand on regarde les prélèvements, la grosse part du camembert, pratiquement 50%, ce sont des prélèvements pour refroidir les centrales nucléaires. Quand on regarde maintenant les consommations, donc en France, on prélève à peu près 31 milliards de mètres cubes chaque année et on en consomme à peu près 5 milliards. Et donc sur ces consommations, on voit que le camembert, il n'a pas du tout les mêmes couleurs. C'est-à-dire que là, c'est plus de 60% de l'eau qui est consommée par l'irrigation des cultures agricoles. Donc, vous voyez bien que certains vont parler de prélèvement pour dire, moi, le problème, il n'y a pas de problème, je prélève pas beaucoup. Et d'autres vont dire, moi, il n'y a pas de problème, je consomme pas beaucoup. Et c'est pourquoi il faut vraiment regarder ces deux indicateurs. Alors, en plus, quand là, je vous présente les camemberts nationaux, ça ne veut pas dire grand-chose parce que on prélève pas pareil en France. Là, vous avez la France qui est divisée en 40 bassins versants et on a regardé dans chacun de ces bassins versants combien d'eau on prélevé. Et on voit bien que la majorité des prélèvements en France se situe dans la vallée du Rhône, ce qui est normal, c'est parce que la vallée du Rhône est plutôt bien équipée en réacteurs nucléaires, donc on prélève pour refroidir ces réacteurs nucléaires et c'est pour ça que ces camemberts ont une part importante en orange, ce qui indique des prélèvements pour l'énergie. Et donc, cette carte, en fait, elle montre toute la spécificité territoriale, en fait. On a donc la vallée du Rhône avec une dominante énergétique. On a, par exemple, dans le nord de la France, des camemberts qui sont plutôt bleus, qui indiquent des prélèvements pour les canaux de navigation. Et puis, dans le sud-ouest de la France, on a du bleu plus clair, ce qui indique plutôt des prélèvements pour l'irrigation. Donc, la taille des camemberts, elle correspond au volume du prélèvement. Maintenant, quand
je regarde les consommations, on a une carte beaucoup plus homogène, avec des consommations qui varient moins entre les territoires et qui sont plutôt dominées par les consommations pour l'agriculture, ce qui est normal puisque l'eau en agriculture est un intrant, c'est-à-dire qu'elle va être utilisée par les plantes qui vont pouvoir produire de la biomasse. Alors, quand on regarde les cartes, on voit bien l'hétérogénéité territoriale. Et ce qu'il faut regarder aussi, à notre sens, c'est aussi l'hétérogénéité dans le temps. Donc ici, vous avez les prélèvements au cours d'une année type. Donc là, on a pris une année 2020 et on a regardé en fait quand est-ce qu'on prélevait. Donc, ce qu'on voit, c'est que les prélèvements pour l'énergie, ils diminuent légèrement en été parce qu'on produit moins d'énergie en été parce qu'on a des besoins moindres, tandis que les prélèvements pour l'agriculture, donc le bleu clair en bas, eh bien, il augmente au cours de l'été, ce qui est normal puisqu'on irrigue en été. Et donc, peu ou prou, ça se compense et au cours de l'année, les prélèvements sont relativement stables. Quand on regarde maintenant les consommations, là, on voit qu'il y a un pic de consommation et qu'en fait, les 3/4 des consommations humaines s'effectuent uniquement pendant 5 mois de l'année, c'est-à-dire entre les mois de mai et de septembre. Pourquoi? Parce que la majorité des consommations est portée par le secteur agricole et en particulier par l'irrigation des cultures. Alors donc là, c'était vraiment pour avoir une photo de ce qui se passe actuellement. Et maintenant, on va rentrer dans la partie prospective. Alors, qu'est-ce que c'est une prospective? Pour être bien clair, une prospective, c'est pas une prévision. L'idée, on dit pas, en 2050, la France, elle sera comme ça. On dit, voilà, on prend des sociétés contrastées. Si on a tel modèle de société, voilà, quelle pourrait être la demande en eau. Après, c'est aux décideurs, aux élus, de choisir sur quelle trajectoire ils veulent s'engager pour le futur. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a construit 3 scénarios de société très contrastés. Donc, en prospective, il y a le scénario tendanciel qui est relativement classique et qui est on poursuit les tendances passées dans le futur avec parfois un rythme moindre parce que les tendances, elles sont rarement dynamiques sur le long terme. Et donc, on a construit ce scénario tendanciel, on a poursuivi les tendances passées. Et donc, le code couleur, quand je vous présenterai le orange, je parlerai bien du scénario tendanciel. Ensuite, cette étude, elle était à la demande du gouvernement. Donc, le gouvernement, ce qu'il veut savoir, c'est est-ce que moi, toutes les politiques publiques que j'ai annoncées, qu'elles aient un lien direct ou pas avec l'eau, est-ce que toutes ces politiques publiques, elles sont en adéquation avec la ressource en eau? Et donc, on a simulé les politiques publiques récemment annoncées par le gouvernement. Donc, on a simulé la création d'EPR. On a simulé une France dans laquelle on réindustrialise de façon très dynamique. On a simulé des inflexions de politique publique, par exemple une végétalisation de l'alimentation qui ont été annoncées à travers la stratégie nationale bas carbone. Donc voilà, on a simulé toutes ces politiques publiques et on a regardé si elles étaient mises en place et qu'elles étaient efficientes, quelle demande en eau plutôt on aurait dans le futur. Et puis à l'opposé du scénario tendanciel, on a simulé un scénario qu'on a appelé le scénario de rupture. Pourquoi on l'a appelé de rupture? Parce qu'il rompt totalement avec la trajectoire tendancielle et il se caractérise par une société qui consomme peu de biens, peu de services, une société sobre, une société qui est sobre dans tous les secteurs d'activité, avec par exemple une végétalisation importante de l'alimentation, moins 50% d'alimentation carnée, avec une sobriété accrue dans les logements, avec une refonte totale de la façon de penser le bâtiment, avec une séparation des urines à la source, etc. Donc voilà, une société sobre dans tous les secteurs. Et donc, on a construit ces 3 scénarios en lien avec l'ensemble des parties prenantes et en particulier à travers le Comité national de l'eau qui regroupe toutes les parties prenantes. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a regardé pour nos 3 scénarios d'usage. En fait, on a émis des hypothèses sur l'évolution des 7 secteurs que j'ai mentionnés précédemment. Canaux de navigation, résidentiel, tertiaire, industrie, refroidissement des centrales nucléaires, élevage et irrigation. On a réalisé ce travail pour 3 horizons temporels, donc 2020 qui est notre année de référence, 2030 et 2050. Aujourd'hui, je vous parlerai que de 2050 puisque 2030 finalement c'est demain et ce qui est intéressant en prospective, c'est de se regarder peut-être ce qui se passe à plus long terme. Et alors là où ça a été plus compliqué, c'est l'irrigation.
Parce que l'irrigation, la demande en eau dépend étroitement du climat futur. Et c'est là qu'on a récupéré les climats qui ont été construits dans le cadre de l'étude Explore 2, donc, que vous a présenté Fabienne. Donc, on a travaillé sur 2 narratifs climatiques contrastés. Le narratif jaune, donc caractérisé par des changements futurs relativement peu marqués, et le narratif violet qui se caractérise par des changements futurs beaucoup plus marqués, un fort réchauffement et de forts contrastes saisonniers. Donc voilà, on a étudié la France en 2030 et en 2050 sous ces 2 narratifs. Et alors Fabienne l'évoquait, il faut bien faire une différence entre le climat et la météo. Et l'irrigation, en fait, elle dépend de la météo de l'année. Une année, je vais devoir beaucoup irriguer parce que cette année va être très sèche, et une autre année, je vais presque pas devoir irriguer parce que mon année est très pluvieuse. Donc, ce qu'on a fait, c'est sous ces 2 narratifs, on a sélectionné dans le futur 2 météos possibles qui ont été simulées, très contrastées. Donc, une météo pluvieuse au printemps et en été sur toute la France, et une météo sèche sur toute la France au printemps et en été. Et donc, on a simulé avec cette météo journalière les besoins en eau d'irrigation. Alors, comment on a évalué les besoins en eau d'irrigation? On a dit, voilà, ma plante, elle a une demande en eau d'irrigation quand l'apport en eau sous forme de précipitations et de réserves utiles mobilisables dans le sol était inférieure à la transpiration de ma plante. Et donc, dans ces cas-là, ma plante a besoin d'irrigation. Et donc, on a simulé quotidiennement cette demande en eau d'irrigation, ce qui nous permet, en agrégeant, d'avoir une demande en eau d'irrigation mensuelle. On a réalisé donc pour ces 3 scénarios d'usage, pour ces 7 secteurs et pour ces 3 horizons temporels, on a évalué dans la France hexagonale découpée en 40 bassins versants, les prélèvements et les consommations au pas de temps mensuel. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails des 7 secteurs, des hypothèses qu'on a faites pour les 7 secteurs. Je vais juste vous montrer comment ça fonctionne, parce que finalement, ça, c'est une méthode qu'on peut réutiliser dans les exercices de prospective plus locaux. Alors, par exemple, pour le secteur énergétique, les besoins, la demande en eau pour le secteur énergétique, elle est très dépendante de la production d'énergie nucléaire et du type de circuit de refroidissement. Alors pourquoi c'est très dépendant du type de circuit de refroidissement? Les centrales nucléaires très anciennes, elles ont ce qu'on appelle des circuits de refroidissement ouverts. Et donc ces circuits de refroidissement nécessitent une grande quantité d'eau. Donc par exemple, c'est le cercle bleu que vous voyez ici. Et donc elles vont utiliser beaucoup d'eau pour se refroidir, mais elles vont rejeter pratiquement toute l'eau au milieu. C'est-à-dire que la partie consommée, elle est de l'ordre de 1%, donc c'est très très faible. Les centrales plus récentes, celles qu'on connaît plus généralement parce qu'on les voit plus dans le paysage avec les tours aéro-réfrigérantes, celles-là, elles ont des prélèvements qui sont à peu près divisés par 4 par rapport au prélèvement des circuits ouverts. En revanche, pas divisé par 4, divisé par 20. En revanche, ces centrales nucléaires, elles vont consommer à peu près un quart de l'eau qu'elles vont prélever. Donc, si on regarde ces centrales, si on regarde les prélèvements, ces centrales plus récentes, elles prélèvent moins, mais elles consomment plus. Donc, je ne sais pas ce qui est mieux ou moins bien, mais en tout cas, elles ont 2 caractéristiques complètement différentes. Et donc, on a fait des projections. Donc, dans le tendanciel, on a poursuivi la tendance actuelle, c'est-à-dire des centrales vieillissantes qu'on va fermer au fur et à mesure. Dans le scénario politique public, on remplace les centrales vieillissantes par de nouveaux EPR. Et puis, dans le scénario de rupture, comme on est dans une société très sobre, on a besoin de beaucoup moins d'énergie et donc une production nucléaire bien moindre. En termes de circuit de refroidissement, dans le tendanciel, en fait, on va avoir une fermeture progressive des centrales les plus anciennes, donc les circuits de refroidissement ouverts qui vont disparaître. Dans le scénario politique public, on va prolonger certaines centrales, mais on va les moderniser. Et donc, on va transformer les circuits de refroidissement d'ouverts à fermés. Puis, dans le scénario de rupture, on va fermer les centrales nucléaires les plus anciennes. On a fait la même chose, par exemple, pour l'irrigation. On a projeté des évolutions de surface de culture. Donc, là, je vous ai mis les principales cultures, le maïs, les fourrages, le soja, la pomme de terre et la betterave, les légumes et fruits. Donc, par exemple, le scénario de rupture, il se caractérise par une relocalisation totale de la filière fruits et légumes. Donc, vous savez peut-être qu'on importe actuellement en France à peu près 50% des fruits et légumes que nous consommons. Dans ce scénario, on a simulé, en fait, une relocalisation totale de cette filière, c'est-à-dire que
on importe presque plus de fruits et de légumes. Et puis, dans ce scénario, on a une diminution des fourrages et du maïs importante puisqu'on a une diminution de l'alimentation carnée. On a aussi simulé des pratiques agricoles avec des évolutions en termes de surface équipée en irrigation, des évolutions en matière de modernisation du matériel d'irrigation. On a simulé des pratiques agroécologiques avec, par exemple, pour le scénario de rupture, l'agroécologie qui devient la norme. Et puis, on a simulé les retenues de substitution. Donc, on n'en a pas mise dans le scénario tendanciel et dans le scénario de rupture. En revanche, on a simulé la création de nombreuses retenues de substitution pour à peu près plus de 200 millions de mètres cubes de retenues de substitution dans le scénario politique public en 2050, de façon à voir l'effet de ces retenues de substitution. Donc, pour bien clarifier le terme, quand je parle de retenue de substitution, c'est des retenues qui sont remplies en période hivernale et qui permettent de substituer des prélèvements estivaux sur des prélèvements finalement hivernaux. Et donc, c'est pour ça qu'on les appelle des retenues de substitution. Alors là, je vous montre les résultats sur l'irrigation, sur l'effet de la projection climatique, enfin du narratif climatique et de la météo qu'on utilise sur la demande en eau d'irrigation. Donc, vous avez le narratif jaune et le narratif violet à chaque fois pour le scénario tendanciel en orange, pour le scénario politique public en bleu et pour le scénario de rupture en vert. Et donc, on voit bien que le narratif violet est beaucoup plus pessimiste que le narratif jaune. Et donc, pourquoi vous avez une barre? Parce que à chaque fois, on a évalué la demande en eau d'irrigation pour une météo sèche et pour une météo humide. Donc, le bas de la barre, en fait, ça représente la demande en eau d'irrigation pour une année pluvieuse. Donc, on voit bien qu'elles sont beaucoup plus basses puisque le haut de la barre représente, lui, une demande en eau d'irrigation pour une météo sèche. Alors, moi, dans tous les résultats que je vais vous présenter par la suite, je me place dans le cas le plus défavorable que nous avons étudié, c'est-à-dire ce qui est indiqué par les deux flèches, la projection violet, et puis à chaque fois, l'année sèche, car l'année sèche au printemps et en été. Et donc, ce qu'on voit, c'est que du fait du changement climatique en particulier, la demande en eau d'irrigation pourrait particulièrement croître puisqu'on a un plus que doublement pour le scénario tendanciel et le scénario politique public de la demande en eau d'irrigation, et on a une augmentation beaucoup plus contenue pour le scénario de rupture avec à peu près plus 40% de demande en eau d'irrigation. Alors maintenant, je vais vous montrer les résultats agrégés puisque finalement, c'est ce qui est intéressant. Donc ici, vous avez ce graphique qui représente les prélèvements que nous avons estimés à l'horizon 2050 pour le scénario tendanciel, politique publique et le scénario de rupture. La première barre représente les prélèvements pour l'année 2020. On ait une comparaison. Et donc, chacune des couleurs vous indique les prélèvements pour chaque secteur. Donc, on voit bien une diminution des prélèvements orange, c'est-à-dire pour l'énergie, quand dans le même temps, on observe une augmentation des prélèvements pour l'irrigation. C'est les prélèvements en bleu plus clair tout en bas. Alors, on a regardé l'effet du climat parce que sur la demande en eau d'irrigation, parce que comme je disais, donc le climat il joue de façon importante sur la demande en eau d'irrigation, mais il n'y a pas que le climat qui joue sur la demande en eau d'irrigation. Il y a aussi l'assolement, il y a aussi les pratiques et il y a aussi le rythme de développement du matériel d'irrigation, de l'équipement des surfaces en matériel d'irrigation. Donc, on a regardé en 2050 avec les pratiques qu'on a simulé en 2050, mais avec la météo de 2020, ce qui pourrait se passer. Et notre résultat, c'est ce qu'on a en pointillé. Et donc, vous voyez bien ici la différence entre le rectangle qu'on a en pointillé et le rectangle qu'on a en bleu. Et donc, la différence, en fait, c'est l'effet climat. Donc, rien que l'effet climat expliquerait à peu près une croissance de la demande en eau d'irrigation de l'ordre de 40%. Donc, ce qui n'est vraiment pas négligeable. Alors, quand on regarde ce graphe, on se dit finalement, il n'y a pas trop de problème dans le futur puisque dans le tendanciel, ça stagne et puis dans politique publique et de rupture, ça diminue. Mais en fait, quand on dit ça, on masque toutes les variabilités territoriales et temporelles. Et puis en plus, là, je regarde que les prélèvements, je ne regarde pas les consommations. Si je regarde maintenant la variabilité temporelle de la demande en prélèvement. Donc ici, vous avez en gris, la courbe en gris,
qui représentent la demande en prélèvement pour l'année 2020 et vous avez les barres qui représentent la demande en prélèvement que nous avons simulée en 2050. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a une diminution des prélèvements en période hivernale, liée notamment à une diminution des prélèvements pour l'énergie, et on a une légère augmentation des prélèvements pendant la période estivale avec des prélèvements pour l'irrigation qui sont particulièrement importants. Et quand je regarde maintenant ce qui se passe territorialement, donc ici vous avez les résultats pour les 3 scénarios d'usage, donc tendanciel à gauche, politique publique au milieu et le scénario de rupture à droite. Et ce qu'on voit, c'est que finalement, là ici, c'est des pourcentages d'évolution des prélèvements. Donc les couleurs chaudes, saumon, orange, ça veut dire qu'il y a une augmentation des prélèvements, tandis que les couleurs froides, c'est-à-dire le vert, c'est une diminution des prélèvements. Et donc, ce qu'on voit, c'est que dans le scénario tendanciel, j'ai quand même une augmentation des prélèvements de plus de 50% dans toute la moitié ouest de la France. Et c'est notamment lié à la demande en eau d'irrigation. Et ce qu'on voit dans les 3 scénarios d'usage, c'est une diminution des prélèvements dans la vallée du Rhône liée à une demande en eau pour le refroidissement des centrales nucléaires qui est moindre, soit liée à la fermeture des centrales nucléaires les plus anciennes, soit liée à la modernisation des circuits de refroidissement. Et ce qu'on voit bien, c'est que le scénario de rupture, il montre une tendance différente par rapport aux 2 autres scénarios, c'est-à-dire on a une diminution des prélèvements dans la majorité des bassins versants. Alors maintenant, je vais faire un petit focus dans le bassin de l'Adour, qui est caractérisé par une forte augmentation de la demande en prélèvement. Et je vais faire un focus sur le maïs en Adour. Donc le maïs, il est très présent dans le bassin versant de l'Adour. C'est à peu près plus de 60% de la demande en eau d'irrigation, elle est tirée par le maïs. Et donc ici, vous avez les prélèvements pour le maïs, alors en gris en 2020, et puis vous avez les prélèvements pour le maïs en 2050 pour le tendanciel, le scénario politique publique et le scénario de rupture. Et donc, on voit qu'on a une augmentation de la demande en prélèvement pour les 2 scénarios, tendanciel et politique publique. Et pourquoi ? Parce que on a une croissance en fait de la surface équipée en eau d'irrigation, parce que vous savez que tout le maïs n'est pas irrigué, mais que dans le futur, comme il pourrait beaucoup moins pleuvoir, si on veut garder la culture de maïs, on va devoir équiper davantage de cultures avec du matériel d'irrigation. Et puis en plus, pour ces surfaces équipées en eau d'irrigation, le maïs, pour 1 hectare de maïs, on va avoir besoin de plus d'eau pour garder les mêmes rendements. Ici, vous avez les apports par surface de maïs, donc pour pouvoir comparer vraiment entre les différents scénarios d'usage. Et donc, on voit bien qu'en 2020, pour faire pousser du maïs, il nous faut à peu près un peu plus de 2000 mètres cubes par hectare de maïs. En 2050, si on veut garder les mêmes rendements, il nous faudra 4500 mètres cubes par hectare. Donc là, ça interroge, on peut se demander si le maïs sera adapté dans le futur au territoire de l'Adour. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a des demandes moindres dans les scénarios politiques publiques et de rupture du fait du développement de pratiques agroécologiques qui permettent de mieux stocker l'eau dans les sols et donc de réduire la demande en eau d'irrigation, et du fait d'une amélioration du pilotage de l'irrigation qui permet de réduire les apports. Alors maintenant, il y a quelque chose d'autre dont on parle beaucoup, ce sont les retenues de substitution. Donc là, je fais un zoom sur le bassin versant de la Charente. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a regardé dans le bassin versant de la Charente ce qui se passerait en 2050 s'il n'y avait aucune retenue de substitution en 2050. Et puis, on a simulé un scénario où j'ai 10 millions de mètres cubes de substitution. Alors, 10 millions de mètres cubes, on a des difficultés parfois à se rendre compte de ce que ça représente, mais c'est à peu près l'équivalent de plus de 3000 piscines olympiques qu'on construirait dans le bassin versant de la Charente. Et on a regardé les résultats en matière de demande en eau d'irrigation. Donc ici sur le graphe, vous avez le cas sans retenue, c'est le vert foncé. Et donc ce qu'on voit, c'est que la demande en eau d'irrigation, elle est uniquement l'été, puisqu'il n'y a pas de retenues qui sont remplies en hiver. Dans l'autre scénario avec retenue, ce qu'on voit, c'est qu'il y a en vert clair, c'est que j'ai de la demande en hiver, parce que je vais remplir mes retenues en hiver. Et donc, je vais remplir mes retenues en hiver, et puis ces retenues, je vais les utiliser en été, et donc c'est autant d'eau que je ne vais pas utiliser en été.
Mais ce qu'on voit, c'est que l'effet, il est relativement modéré puisque ça me permet en fait de réduire le pic de demande en eau d'irrigation de l'été de 7%. Donc, c'est pour montrer que la retenue de substitution, ça peut pas être l'alpha et l'oméga, puisque à elles seules, elles ne vont pas permettre de tamponner en fait la croissance de la demande en eau d'irrigation qui va être très très importante. Donc voilà, ça peut être une solution, mais il faut qu'elle soit couplée à d'autres solutions si on veut vraiment avoir un effet sur le pic de demande en eau en période estivale. Alors maintenant, là, je vous ai parlé des prélèvements. Maintenant, je passe à la consommation. Donc, je vous présente les mêmes graphes en consommation. Et finalement, en consommation, c'est encore plus intéressant parce que ce qu'on voit, c'est que si on regarde les prélèvements à l'échelle nationale annuelle, on voit pas d'effet ou on voit que ça va s'améliorer dans le futur. En revanche, quand je regarde la consommation, on voit que ça se dégrade dans les 3 scénarios d'usage que nous avons étudiés avec une croissance de la demande en consommation, donc de plus 100% dans le tendanciel, 70% dans le scénario politique publique et plus 10% dans le scénario de rupture, donc qui permet vraiment de contenir la croissance de la demande en eau d'irrigation. Alors, ce qu'on voit aussi, c'est quand on regarde à l'échelle mensuelle, c'est que le pic de la demande en eau d'irrigation va être encore plus important, pourrait être encore plus important en période estivale. Pourquoi? Puisqu'on va avoir une part des prélèvements qui seront davantage dédiés à l'irrigation. Et comme l'irrigation elle a cette particularité de consommer 90% de l'eau qu'elle prélève, eh bien on va avoir une croissance importante de la consommation en période estivale. Donc la courbe grise toujours c'est ce qu'on observe en 2020 et les barres c'est ce qu'on pourrait observer en 2050. Et donc on voit bien que on a une croissance du pic en 2050, du pic estival des besoins, enfin de la demande en consommation. Et on sait bien que en période estivale, c'est là où on a le moins d'eau dans les milieux. Donc on s'imagine aisément que cela puisse poser problème dans le futur. Maintenant, si je regarde la variabilité territoriale, ce que je constate, c'est que on a une demande en consommation d'eau qui est très très importante dans le scénario tendanciel, avec un plus que doublement de la demande dans plus de la moitié des bassins versants, donc ce qui n'est pas négligeable. Et un doublement, c'est énorme en fait la différence. Et finalement, il y a que dans le scénario de rupture, donc à l'opposé, tout à droite, que on a une croissance de la consommation qui est beaucoup plus contenue puisque dans la majorité des bassins versants, même si cette consommation croît, la croissance est inférieure à 50% entre 2020 et 2050. Là, je fais juste un petit zoom sur 2 bassins versants pour vous montrer en fait qu'en fonction des spécificités du bassin versant, on aura des profils de prélèvement et de consommation qui sont complètement différents. Donc ici, c'est le profil en consommation dans le bassin versant du Rhône-Aval et dans le bassin versant tout au nord de la France de l'Escaut. Donc, ce qu'on voit bien, c'est que dans le bassin versant du Rhône-Aval, on a des centrales nucléaires, donc des prélèvements orange pour le refroidissement des centrales nucléaires. Et dans le bassin versant de l'Escaut, on n'a pas du tout de prélèvement pour le refroidissement des centrales nucléaires. En revanche, ce qu'on voit, c'est une forte croissance, là je dis prélèvement, de la consommation pour l'irrigation. Et pourquoi, en fait, dans le tendanciel, on a cette croissance de la demande en irrigation dans le bassin versant de l'Escaut? Parce qu'on pourrait se dire, finalement, ces bassins versants du nord de la France, on comprend pas pourquoi ils sont irrigués, puisque finalement, il pleut quand même, et on n'imagine pas un assèchement très, très important dans le futur. Eh bien, tout simplement, ce qu'on a regardé quand on creuse dans les données, c'est que cette irrigation, elle est essentiellement destinée, cette croissance de l'irrigation qu'on observe dans la période passée et qu'on a reconduit dans le tendanciel, elle est essentiellement destinée à irriguer les pommes de terre et les légumes d'industrie. Alors, ce qu'on appelle légumes d'industrie, c'est les petits pois et les carottes qu'on trouve dans les boîtes de conserve. Et pourquoi, en fait, on irrigue de plus en plus ces légumes d'industrie? Eh bien parce que désormais, l'appareil agro-industriel aval contractualise avec des agriculteurs si ceux-ci peuvent montrer qu'ils sont irrigués. Pourquoi? Parce que ça permet d'avoir des pommes de terre et des légumes qui sont très calibrés, donc qui sont plutôt gros et qui vont bien dans l'appareil industriel de transformation dont disposent ces industries. Donc là, on voit bien qu'on a une croissance de l'irrigation liée à des orientations de la filière aval.
Et donc, je conclus mon propos avec peut-être les messages importants à retenir de ce travail. Donc, dans le cadre le plus défavorable que nous avons étudié, ce qu'on voit, c'est qu'entre 2020 et 2050, la part de l'irrigation dans les prélèvements pourrait augmenter. Et comme l'irrigation a cette spécificité de consommer l'eau qu'elle prélève, eh bien, la consommation devrait drastiquement augmenter, et en particulier en période estivale. Et cela pourrait poser problème puisque en période estivale, c'est là où on a le moins d'eau dans les milieux. Donc finalement, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a que le scénario de rupture qui permet de contenir la croissance de la demande en consommation. Donc là, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé vraiment sur une échelle macro avec des calages macro. L'idée, c'était d'interpeller les décideurs. Donc nous, notre travail ne se substitue pas du tout aux études qui sont conduites dans les territoires, aux études PTGE en particulier. Et donc, il faut des études locales pour bien comprendre les dynamiques locales. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que les conflits d'usage qui existent déjà, ils devraient s'intensifier dans le futur. Et donc, actuellement, il paraît nécessaire de confronter en fait cette croissance de la demande avec la ressource potentiellement disponible dans le milieu, sachant qu'en plus, on a la ressource potentiellement disponible dans le milieu avec les résultats d'Explore 2. Donc, nous, on est en train de travailler sur ce second volet à l'échelle nationale, de façon à regarder s'il y a adéquation et inadéquation entre cette croissance de la demande et la ressource potentiellement disponible dans le futur. Et je vous remercie de votre attention. Merci Hélène pour cette présentation. Une toute première question qui je pense sera avec une réponse rapide. On revient sur la première partie concernant les prélèvements. Le prélèvement associé à l'hydroélectricité est-il bien comptabilisé? Est-il réel? Vous le confirmez? Il est dans la partie énergie, industrie? On l'a pas pris en compte. Dans les statistiques publiques, en fait, l'hydroélectricité n'est pas considérée comme un prélèvement, alors qu'on pourrait en effet intellectuellement le considérer comme un prélèvement. En tout cas, c'est de l'eau qui est retenue et qui est disponible de façon différée dans le milieu. En revanche, on a pris en compte l'hydroélectricité dans notre partie, dans notre second volet, justement parce que l'hydroélectricité va jouer sur la ressource disponible. Donc, elle va la stocker et elle va ensuite la déstocker. Et donc, on a pris en compte ces stockages-déstockages pour évaluer notre adéquation entre la demande et la ressource disponible. Très bien, merci. Une question que je vais me permettre de reformuler. Vous avez évoqué différents scénarios d'usage, dont le scénario politique, avec les politiques publiques. Je vais livrer la remarque telle qu'elle nous est faite. Le problème avec les politiques publiques, qu'elles changent régulièrement au gré des orientations politiques. Sont-elles fiables? Donc, on revient un petit peu à peut-être une réponse associée à des aspects de méthode, de postulat, d'hypothèse. L'idée, c'est pas d'être fiable ou de pas être fiable, puisque finalement, il y a une infinité de futurs possibles. Donc nous, on en a pris 3, mais il y avait plein d'autres futurs qui sont envisageables. L'idée, c'est d'avoir des futurs très contrastés, de façon à ce que les élus, les politiques, les gouvernements puissent se dire vers quelle trajectoire, vers quel objectif je veux aller et quelle trajectoire je dois prendre pour atteindre cet objectif. Sur le scénario politique public, c'est le gouvernement actuel qui a besoin, en tout cas, d'avoir des éléments. Donc lui, ce qu'il veut, c'est que on simule tout ce qu'il a annoncé pour voir est-ce que ça passe ou pas. Mais en effet, on peut imaginer d'avoir beaucoup plus de scénarios prospectifs et d'autres hypothèses. Merci. Une question toujours en lien avec ces scénarios et notamment le scénario rupture. Et alors, dans la question, ça nous est indiqué comme étant la prospective sobriété. J'ouvre les guillemets. Le Shift Project propose d'enlever des prairies humides. Est-ce que première sous-question, est-ce que parmi tous les paramètres que vous avez évoqués, d'évolution de surface ou de pratique, est-ce que des éléments ont été associés à ces prairies humides et est-ce que ça vous semblerait adapté de le faire, de l'intégrer dans un des scénarios? Alors, on a le paramètre prairie, mais pas prairie humide en particulier. Nous, vraiment, on a utilisé des données macro. On a travaillé à partir du registre parcellaire agricole
Donc, on a les prairies et on a fait des hypothèses sur les prairies. Alors, je me souviens plus exactement des hypothèses sur les prairies dans le scénario de rupture, mais on a une diminution du cheptel. Alors, on a une diminution du cheptel, mais en même temps, on a aussi tous les élevages qui deviennent extensifs. Donc, je ne sais plus à quel moment ça se compense. Mais voilà, l'idée, c'est de diminuer le cheptel et pour les élevages qui restent, d'avoir que des élevages nourris à l'herbe. D'accord. Alors ça, on rentre justement sur des données très 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 précises là sur la définition des scénarios. Je pense que des informations, voilà, a posteriori pourront être données. Une nouvelle question, est-ce que les cultures actuelles nécessitant de l'irrigation pourront encore être cultivées en 2050, voilà, par rapport aux éléments d'évolution? Et est-ce que cela a pu être pris en compte dans votre travail? Alors oui, on a territorialisé en fait les cultures. Et donc, on a pris en compte, en tout cas, les évolutions qu'on voyait actuellement. C'est-à-dire, par exemple, on a le maïs qui migre vers des latitudes supérieures. On a le pois chiche qui va se développer dans la zone sud-ouest. Voilà, on a le soja qui se développe à peu près de façon homogène partout en France. Donc voilà, on a regardé les tendances territorialisées passées et on les a appliquées dans le futur. Ce qu'on voit sur le scénario tendanciel, c'est que clairement, il y a des cultures qui seront plus adaptées au territoire, et en particulier le maïs. Dans le sud-ouest, où tous les modèles climatiques montrent qu'il y aura un assèchement en été dans le futur, et le maïs, qui est une plante tropicale, ne sera plus adapté, puisque le maïs, elle a un pic de demande qui est en fait vraiment fin juillet, août. Et donc, c'est la période où on va avoir de moins en moins de pluie. Donc, dans un climat qui va s'assécher, le maïs, clairement, ne sera plus adapté. Et c'est ce qu'on montre. Si on veut maintenir les rendements actuels du maïs, il va falloir multiplier par plus de 2 l'eau qu'on met par hectare de maïs. Et donc, ça ne sera physiquement pas possible. Alors, juste une petite question pour rebondir sur ces besoins en eau de chaque variété, enfin espèce. Est-ce que la donnée est disponible pour le maïs, pour enfin tous les types de cultures? Est-ce que dans le rapport, ces données sont disponibles? Ce ratio-là, enfin ce rapport 2000 m3, 4500 m3 à l'hectare, est-ce que ça se retrouve dans le rapport? Je réfléchis. Pour le maïs, on l'a mis. Je pense pas qu'on l'ait mis pour toutes les cultures. Alors, en fait, ça, c'est des résultats issus de simulations. Nous, ce qu'on a rentré comme paramètre d'entrée, c'est des données de transpiration par culture, parce que les cultures, elles transpirent pas de la même façon. Et donc, pour chaque culture, on a rentré des dates de semis et une transpiration et aussi un cycle de culture, parce qu'elle a une période de croissance, de maturation, de fructification. Et donc, on a rentré tous ces paramètres par culture. Après, on fait passer notre pluie. Et donc, en fonction du stade de la culture, du type de culture et de est-ce que la surface est équipée en matériel d'irrigation, on apporte ou pas une dose d'irrigation. Donc, c'est un modèle qui tourne. Donc, nous, en fait, nos résultats, c'est pour une année météo particulière. Ça dit pas que ça sera tous les ans 4500 mètres cubes. Et c'est pour ça que, voilà, on prend l'exemple de narratif violet pour une année sèche, ça pourrait être 4500 mètres cubes. On est bien sur du narratif et non sur de la prospective de narration. On est sur une étude d'un cas particulier, en fait. Et avec une autre météo, la météo humide qu'on a étudiée, on a des besoins qui sont moindres. Mais dans tous les cas, on a des besoins qui augmentent entre 2020 et 2050. En fait, c'est ça le message important. Et ce qu'il y a, c'est qu'il faut se préparer à une année sèche. Parce que nous, on a étudié aussi une année particulièrement sèche pour se dire, voilà, si un décideur il veut anticiper, il faut un peu lui présenter un scénario le plus pessimiste possible. Et donc, il y a quelques éléments sur la contribution des cultures dans le rapport. Donc, on a la contribution de chaque culture en 2020, en 2050 à la demande en eau d'irrigation. Donc, on peut facilement retrouver les besoins de chaque culture. Et il y a une annexe avec des tableaux Excel, donc il y a de la donnée. Et s'il y a de la donnée dont vous avez besoin et qui n'est pas publiée, vous pouvez toujours nous demander parce que nous, on peut vous les préparer. D'accord, donc c'est des demandes qui se font en ligne sur le site France Stratégie, c'est ça ou...
Alors, on Demande en va pas direct. répondre à 50 demandes, hein, mais de temps en temps, en fait, il y a des gens qui nous demandent et on leur prépare un tableau Excel avec ce dont ils ont besoin, sachant qu'il ne faut pas qu'ils rentrent le 4500 mètres cubes, il me semble, directement. Il faudrait plutôt qu'ils utilisent le modèle qu'on a développé ou d'autres modèles, hein, parce que c'est des modèles classiques de bilan hydrique et qui regardent sur leur territoire quelle est leur demande en eau d'irrigation. Merci pour cette précision. Une question, on a parlé de retenue, une slide sur les retenues de substitution qui intervenaient dans les scénarios. Est-ce que vous avez intégré le paramètre associé à la transpiration, à l'évaporation, pardon, je vais y arriver, associé à ce type de milieu, notamment sur la partie consommation? Non, on n'a pas pris en compte l'évaporation des retenues. Donc voilà, on sous-estime probablement la consommation liée à la création de retenues. Et on a aussi simulé le fait que ces retenues, elles étaient complètement remplies en période hivernale. Or, si on a un hiver sec, on peut s'imaginer que ces retenues ne sont pas totalement remplies et donc on ne peut pas utiliser tout le volume pour substituer des prélèvements en été. Donc voilà, c'est des limites et des hypothèses qu'on a prises, mais ça pourrait être encore plus défavorable en effet. Ça rejoint une question qui était juste la question suivante, c'est comment les déficits, les potentiels ou les hypothèses de déficit hydrique hivernaux sont-ils considérés dans les prospectives, quoi? À savoir, ça n'a pas été systématique. Non, là, on a considéré le cas le plus favorable, c'est-à-dire qu'on arrivait à remplir nos retenues. Si on cumule un hiver sec et un été sec, comme en 2022, ces retenues ne seront pas totalement remplies et donc la substitution sera forcément inférieure aux 7%. Très bien. Alors, c'était pas l'objet de votre travail, mais vous vous êtes permise de pointer du doigt un petit peu. Et après, je vous livre la question, serait-il possible d'avoir en parallèle des prélèvements et de la consommation une idée de l'état des milieux aquatiques? Vous l'avez suggéré avec, voilà, mais on est d'accord que ce n'était pas l'objet de votre travail, mais pensez-vous que les données soient mobilisables pour projeter de futurs états? Alors nous, on est en train de travailler donc sur la partie maintenant adéquation entre ressources et demandes. Et notre idée, c'était de prendre en compte les besoins des écosystèmes, parce que l'eau, elle n'est pas juste disponible pour satisfaire les activités humaines. Et donc, on aura une estimation, mais qui est vraiment macro, c'est toujours pareil, une estimation à l'échelle de nos bassins versants des besoins des écosystèmes, donc un besoin moyen de l'écosystème à l'échelle de nos bassins versants, et qu'on est en train de confronter avec la ressource potentiellement disponible en 2050. Ce qu'on voit déjà, c'est que rien que du fait du changement climatique, les besoins des écosystèmes, nous, qu'on a définis sur l'horizon 2020, ben, ils pourront pas être satisfaits en 2050 du fait du changement climatique. Donc, les écosystèmes, ils vont forcément changer et forcément être stressés. Par-dessus ça, on va rajouter des prélèvements qui vont augmenter en plus dans certains territoires. Donc, ça va être un stress supplémentaire sur les écosystèmes. Donc, ça, c'est des données qu'on va publier prochainement. Donc, à la fin du mois de juin, début juillet. Donc, si je peux me permettre une petite remarque, je suppose que ça s'appuie également sur des notions de débit minimum, débit biologique. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé la méthode des débits variables, en fait, qui est une méthode sur laquelle, enfin, qui dit que les besoins des écosystèmes, ils sont beaucoup plus importants en été, enfin, en pourcentage du débit moyen de ma rivière. Ils sont beaucoup plus importants en période estivale de stress plutôt qu'en période hivernale. Donc, de mémoire, ces besoins des écosystèmes, ils correspondent à 60% du débit en période d'étiage et ils correspondent à 30% en période hivernale. Et donc, on a appliqué cette méthode qui s'appelle la méthode des débits variables. Donc, on a calculé le débit mensuel qu'il y avait sur tout mon bassin versant, donc à l'exutoire de mon bassin versant, en gros. Et on a regardé ce débit en 2020 et on l'a comparé avec les débits qu'il y aura probablement en 2050. Et on a regardé si ces débits biologiques, donc qui sont un pourcentage de débit moyen, étaient satisfaits en 2050. Ok. Une question territorialisée. Pour l'Alsace, la diminution des prélèvements vient de quelle origine? Il y a la fermeture de Fessenheim qui
qui explique grandement la diminution des prélèvements, en fait, parce qu'elle a été fermée mi-2020. Et nous, comme on part du début 2020, en fait, entre 2020 et 2050, il y a la fermeture de Fessenheim, donc une diminution des prélèvements. Très bien. Explore 2 ne prend pas en compte les sols régénérés ou non. Cela veut dire que la biodiversité est absente des scénarios prospectifs. Alors, ce n'était pas une question, mais je vous livre cette remarque. Hélène. Alors en fait, Explore, les modèles hydrologiques Explore, en fait, ils considèrent un peu une France non anthropisée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'infrastructure humaine. Et donc, ils simulent des débits naturels. Et donc, nous, on s'appuie sur ces débits naturels pour dire, voilà, les besoins des écosystèmes, c'est un pourcentage de ces débits naturels. Et puis après, il y a l'humain qui vient anthropiser ces débits. Donc, nous, on a reconstruit une anthropisation de ces débits en mettant des barrages, par exemple, qui vont retenir, qui vont stocker, déstocker, en mettant des prélèvements, en mettant des consommations. Et donc, on réanthropise comme ça petit à petit les débits. Et donc, on simule bien en 2050 une France anthropisée, et en 2020 aussi, hein, et on compare bien en fait l'effet soit du climat, soit de l'anthropisation sur les débits de la rivière. Très bien. Comment avez-vous réparti les consommations mensuelles à partir des données de la BNPE annuelle, d'après ce que connaît notre interlocuteur? Oui, alors la BNPE, vous savez, c'est une base de données qui est issue des redevances des agences de l'eau, redevances prélèvement. Donc, les utilisateurs d'eau, ils déclarent un chiffre annuel. Donc, c'est une base de données annuelle. Donc, nous, on a travaillé sur comment on fait pour avoir du prélèvement mensuel et de la consommation mensuelle. Alors, on a utilisé, par exemple, les bases de données d'activité mensuelle de l'INSEE. Donc, elle nous donne l'activité de chaque typologie, chaque type d'industrie de façon mensuelle. Donc, on a utilisé ces bases de données pour l'industrie, on a utilisé les mêmes pour le tertiaire. Pour l'irrigation, on a construit carrément un modèle qui tourne sur les précipitations, etc. Donc, on a bien des données même qui sont journalières. Là, je vous ai présenté le résultat mensuel, on a bien des données journalières. Sur les centrales nucléaires, on a aussi les données de production d'énergie de façon mensuelle. Donc, il y a une corrélation directe entre production d'énergie et prélèvement en eau. Et donc, on a reconstruit comme ça pour chaque activité les prélèvements en ayant des indicateurs d'activité de chaque secteur. Ok. Une question toujours très précise. Hein. Comment est prise en compte la part de l'eau qui est dans le végétal produit, l'élément produit? Elle n'est pas déduite de la consommation de l'irrigation. Alors, on rentre vraiment dans des éléments de... Oui, le fait que dans une tomate, finalement, ce soit 80% d'eau, et donc finalement, quand on mange la tomate, on boit. Donc non, en effet, nous, on considère que sur un prélèvement pour l'irrigation, il y a à peu près 90% qu'on considère consommée, donc évapotranspirée. Et d'ailleurs, la majorité de l'eau, elle est évapotranspirée par la plante, elle se retrouve pas forcément dans le fruit. Il y a quelque chose il y a une notion intéressante qui est en train de monter, c'est la notion d'empreinte eau. Parce que là, en fait, ce dont on parle, c'est de l'eau prélevée et consommée sur notre territoire. Mais finalement, il y a aussi toute l'eau qu'on appelle l'eau virtuelle qu'on va importer à travers le fait qu'on importe des vêtements. Or, le coton nécessite de l'eau. En prenant en compte le fait qu'on importe des fruits et des légumes, donc on importe de l'eau à travers ces importations, puisque ces fruits et légumes ont souvent été irrigués. Et en particulier pour les fruits et légumes, ça pose vraiment question parce que actuellement, quand on regarde la provenance des fruits et des légumes qu'on consomme en France, il y a une grande partie qui provient de l'Espagne et du Maroc. Or, ce sont deux pays qui sont en situation de stress hydrique grave. Donc, on va importer de l'eau d'irrigation en fait de pays qui sont dans des situations vraiment de stress important. Donc ça pose question et c'est pour ça que dans le scénario de rupture on a relocalisé en fait la filière fruits et légumes. Et puis il y a aussi toute l'eau qu'on exporte à travers l'exportation de biens.
Une précision sur quel est le travail national en cours que vous citez à propos de l'adéquation ressources-demande? Ah ben, c'est la deuxième partie de l'étude, ce qu'on est en train de conduire. Et donc là, on a la demande en eau. Et en fait, la demande en eau, bon, ça dit qu'il va y avoir une croissance de la demande, en particulier en consommation, très importante, mais ça nous dit pas s'il y aura stress ou pas. Même si on s'imagine bien que dans les territoires dans lesquels il y a déjà des stress chaque été, le stress va s'accentuer. Et donc, on est en train de confronter cette demande à la ressource potentiellement disponible issue des bases de données Explore 2. On est en train de confronter les deux en prenant en compte les besoins des écosystèmes. Et donc, c'est ce travail qui sera publié fin juin, début juillet. Merci. France Stratégie réalise des restitutions de leurs travaux. Vous êtes d'ailleurs, on vous en remercie, tout de suite mobilisé par rapport à notre demande. Une question d'une collègue. Est-ce que l'on pourrait vous solliciter pour présenter des travaux dans des instances locales, des instances de gouvernance de type commission locale de l'eau, dans le cadre de SAGE? Alors oui, on est sollicité déjà. Là, on va intervenir dans le cadre d'un PTGE. Donc oui, vous pouvez tout à fait nous solliciter pour une présentation dans le cadre de SAGE ou de PTGE. Une autre question sur la confrontation à la demande. Enfin, vous allez maintenant confronter la demande à la ressource. Comment allez-vous formuler des hypothèses d'évolution de la nature des cultures irriguées? Par exemple, irriguer du blé au printemps plutôt que du maïs en été? Alors en fait, c'est ce qu'on a déjà fait, ça, c'est la partie demande, où finalement, par exemple, dans le scénario politique public, on a diminué les surfaces en maïs en disant, voilà, le maïs, il sera beaucoup moins adapté au sud-ouest. Donc on diminue ces surfaces, on fait migrer le maïs qui reste plutôt dans le nord de la France, enfin plus au nord en tout cas, de là où il est actuellement. Donc voilà, on a pris en compte en fait une évolution des cultures et des régimes alimentaires. Parce qu'on a aussi, par exemple, un développement des légumineuses dans le scénario de rupture. Pourquoi? Parce que si on a une végétalisation de l'alimentation, il faut des protéines dans notre régime alimentaire. Et donc, ces protéines, qui dit diminution de la viande, dit augmentation des surfaces dédiées aux protéines végétales. Donc, en fait, on a émis tout un tas de paramètres d'assolement et de migration des cultures. Et c'est ça qu'on a territorialisé. Et puis, sur chaque parcelle, en fait, en gros, on a fait tourner notre modèle d'irrigation. Et donc ça, c'est les résultats que je vous ai présentés à l'échelle très agrégée, mais c'est les résultats qu'on vous a présentés de demandes en eau qui prennent en compte à la fois des évolutions de type de culture et à la fois des évolutions de demandes en eau par culture liées à la réduction des précipitations. À nouveau, un petit retour en arrière. On revient sur les retenues de substitution. Vous avez présenté un élément moins 7% sur la demande en eau entre deux types de scénarios. Est-ce que une collègue voudrait connaître un petit peu mieux les raisons d'un si faible impact des retenues de substitution? En fait, les retenues de substitution, elles peuvent permettre de substituer juste le volume qu'elles contiennent. Donc là, on a simulé la création de 10 millions de mètres cubes de substitution, ce qui est déjà énorme, et ça permet de réduire de 10 millions de mètres cubes la demande en eau en été. Mais la demande en eau en 2050 sera tellement importante si on change pas en fait le type de culture que finalement, en fait, cette diminution de 10 millions, en pourcentage, ça sera pas grand-chose par rapport à la demande en eau en 2050 qu'on pourrait avoir du fait d'une diminution des précipitations. Donc c'est juste que les ordres de grandeur sont pas les mêmes. C'est que ma retenue, en fait, physiquement, elle est limitée par son volume physique. Mes précipitations pour une année très sèche, elles vont beaucoup diminuer. Et donc, ma retenue pourra pas compenser, en fait, cette demande en eau d'irrigation des cultures qui sera accrue du fait de la diminution des précipitations. Donc c'est pour ça que ça paraît aussi faible. Et c'est vrai que nous, on a été surpris sur les résultats. On pensait qu'on aurait un effet beaucoup plus important des retenues de substitution. Et ça veut dire que la retenue de substitution en elle-même, c'est pas la solution. Mais on pourrait très bien s'imaginer de conditionner la création de retenues de substitution à un changement d'assolement, à un changement de pratique avec un développement des pratiques agroécologiques. Et en fait, c'est en mixant en fait toutes ces solutions qu'on pourrait avoir une diminution plus importante.
Les scénarios sont basés sur des changements de pratiques de production. Là, on se l'a évoqué juste auparavant. Mais qu'en est-il d'un scénario de baisse? Alors, je vais peut-être modifier ton propos, Michael, de baisse des productions, de baisse des consommations d'énergie, baisse de consommation alimentaire. Alors, vous l'avez un petit peu abordé, je crois, à travers des changements de consommation alimentaire, mais peut-être leur préciser qu'il n'y a pas que ces changements de pratiques, mais aussi des changements d'usage et de comportement. Oui, on a à la fois simulé de la sobriété, c'est-à-dire une baisse, par exemple, de la demande alimentaire, parce qu'il y a du gaspillage alimentaire, on consomme plus de calories dans les pays développés que ce dont on a réellement besoin. Donc, il y a une baisse d'énergie, il y a une baisse de la demande en énergie, puis il y a aussi une amélioration de l'efficacité. C'est-à-dire qu'on va avoir aussi du matériel d'irrigation qui va être plus efficace. On va passer de l'aspersion au goutte à goutte sur le maraîchage pour diminuer les besoins en eau d'irrigation. Donc en fait, on a mixé en fait tout un tas de changements de pratiques. Ce qu'on voit en fait, c'est ce qui joue le plus, c'est la sobriété. C'est vraiment diminuer la demande en fait. Et on voit que c'est vraiment ça qui joue. Par exemple, sur l'efficacité, il y a des études intéressantes qui ont été conduites en Espagne parce que l'Espagne a eu un grand plan de modernisation de l'irrigation et donc ils ont tout mis en goutte à goutte. Et donc, les besoins en eau d'irrigation par hectare, en fait, ils sont moindres quand on est en goutte à goutte puisqu'on irrigue au plus près de la racine. En revanche, on a eu ce qu'on appelle en économie un effet rebond. C'est-à-dire que comme on avait un peu plus d'eau disponible, on s'est dit je vais irriguer davantage de surface. Donc en fait, on a eu une explosion des surfaces irriguées. Et puis on s'est mis à cultiver des cultures très sensibles en fait au manque d'eau, en se disant comme j'ai de l'eau, de toute façon, je vais planter des cultures à forte valeur ajoutée qui ont besoin d'eau. Donc par exemple l'avocat en Espagne. Et donc je deviens de plus en plus dépendant à la ressource en eau. Et c'est un peu une maladaptation. C'est qu'en fait, parfois, ces techniques qui nous permettent en fait de réduire notre demande, elles vont conduire à une augmentation de la demande liée à une augmentation des surfaces et au fait qu'on va cultiver des cultures à plus forte valeur ajoutée. D'accord. Donc ça rejoint une autre question qui suivait sur des aspects de transition agroécologique, bien évidemment, qui ont été intégrés et emmenés dans votre scénario et dans vos calculs. Alors écoutez, il y a un ensemble de remarques, je dirais plutôt, qui dans la partie question là, tendent à être des éléments que chacun pourra observer, regarder, juger, d'autres sur des éléments de lien de causalité, à des effets, etc. Je vous propose, par rapport à l'intervention d'Hélène, de s'arrêter ici pour la partie question et je vais repasser la parole à Lionel. Merci Jean-François. Merci beaucoup Hélène pour cette présentation. Merci aussi Fabienne. Nous avons mis sur le chat, alors à la fois sur les questions, c'est Clotilde, et moi je l'ai mis sur le chat, vous avez le lien vers l'étude de France Stratégie, donc ça permet aussi de rentrer sur ces sujets et pour aller plus loin dans tout ce qui vous a été présenté aujourd'hui. Du coup, je vais oui, merci. Voilà, dans les remerciements, merci. Merci d'afficher le PowerPoint. Merci aussi à Jean-François parce que je pense que nous avons eu beaucoup de questions très riches sur ce volet qui nous ont permis de rentrer un peu dans le détail, de voir tout ce qui était proposé, des solutions proposées par Météo France pour voir quels étaient nos paramètres climatiques dans nos études futures, quels étaient nos moyens, nos leviers d'action, et puis avec Hélène, quels étaient aussi ces futurs possibles en termes de scénarios. Et aussi un petit merci aux collègues des services informatiques. Vous ne le voyez pas, participants, mais c'est Arnaud qui règle tous les problèmes de bugs pour que ça puisse bien se passer pendant ce webinaire. Je vais te laisser la parole maintenant, Clotilde, donc on vous retrouverez l'enregistrement, les supports sur
sur le site de Région de France et la chaîne YouTube. Et Clotilde, je te laisse présenter les prochains rendez-vous qui nous attendent. Oui. Et puis je vous enverrai l'enregistrement, les supports et puis un petit questionnaire aussi pour voir un petit peu vos besoins puisque vous avez pensé du webinaire, ça nous est utile pour les prochaines planifications d'échanges. Donc prochain rendez-vous, donc un webinaire PTGE sur le volet économique. Alors on l'a repoussé un petit peu, mais là cette fois-ci c'est la bonne. Ce sera bien le prochain. Plutôt maintenant sur la rentrée de septembre. Et puis quelque chose qui nous a été pas mal demandé, c'est un webinaire sur l'animation du collectif. Comment transmettre la donnée, solliciter les différents acteurs du territoire. Et puis un petit rappel, vous en avez parlé la dernière fois, donc le centre de ressources PTGE, donc qui est créé avec un portage par l'OIO, qui est créé donc sur le site Gesto. Donc maintenant vous avez une rubrique spécialisée sur les PTGE. Et donc à ce propos, il y a une étude de préfiguration des missions donc de ce centre de ressources qu'on souhaitait vous faire part. Donc c'est une étude qui est coordonnée par INRAE et l'OIO. Le but, c'est de voir un petit peu quels seront les besoins d'accompagnement de ce centre de ressources, les initiatives similaires qui sont déjà existantes, un petit peu comme nos webinaires, et puis voir un petit peu vos besoins. Donc, dans un premier temps, il y a une pré-enquête qui est en cours là actuellement. Vous avez peut-être été destinataire. Alors, si vous ne l'êtes pas, je vous invite à vous mettre à vous cliquer sur ce petit sondage pour vous identifier. Et puis, comme ça, l'OIO et l'INRA pourront éventuellement prendre contact avec vous pour la suite. Voilà. Donc, je crois qu'on va vous mettre le lien dans la partie questionnaire questions. C'est bon? Dans le chat. Le lien est dans le chat. OK. Et ben donc vous le trouvez dans le chat. Voilà. Et ben ça sera tout. On finit avec un petit peu d'avance. C'est génial. On va pouvoir tous vaquer à nos occupations respectives. Et puis donc, on vous dit à la rentrée de septembre avec donc le volet économique et on manquera pas de vous tenir informés des modalités d'inscription, etc. Voilà. À bientôt à tous et merci encore à nos deux intervenantes. C'était très intéressant.